Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver et très heureux de vous savoir encore nombreux au rendez-vous de votre émission Focus sur LC2 Télévision. Ce numéro se veut particulier au vu de notre invité et au vu de la thématique à aborder. Depuis quelques mois, le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, et donc le gouvernement du président Patrice Talon, a opté pour l'organisation de la licence et du master professionnel national, ceci au profit des étudiants issus des universités privées du Bénin. Et justement, des réactions fusent de partout. Et les plus connues sont celles du PEPES, entendez patronat des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Que reproche-t-on et que reprochent concrètement ces présidents et promoteurs de ces universités à cette décision du gouvernement béninois? Vous en saurez plus au travers de ce numéro de Focus que j'aurai le plaisir de présenter avec mon collègue Massial Alaye. Massial Alaye, bonsoir. Bonsoir Romuald Adron, oui, tout le plaisir est pour moi d'animer cette émission avec toi. Et nous avons comme invité le président du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin, M. Marcelin Zanou, qui n'est plus à présenter. M. Marcelin, merci d'avoir accepté notre invitation. Et d'entrée de jeu, pouvez-vous nous rappeler le contexte de la naissance du PEPES? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire également mon bonsoir aux amis téléspectateurs qui nous regardent ici en ce moment et de vous féliciter, vous qui êtes à LC2 ici, étant entendu que nous percevons les efforts que vous faites pour redonner vie à cette chaîne qui jadis faisait la gloire de notre pays sur ce plan précis. Je vais vous inviter à continuer dans vos efforts car la réussite est au bout de l'effort. Ceci étant, je reviens à votre question pour dire que le PEPES est né dans des conditions un peu particulières parce que nous avons vécu des situations extrêmement difficiles avant l'avènement du nouveau départ. Et nous avons pensé qu'avec le nouveau départ, certaines pratiques allaient cesser. Mais nous avons commencé, dès que le nouveau départ a pris corps et les organes, les instances de gouvernance ont été mises en place, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons remarqué que déjà le 25 mai, on nous a sorti une note de service, la 501 du 25 mai 2016, qui nous prescrivait de ne pas recruter des étudiants étrangers, sauf si ceux-ci détenaient un titre de séjour. Or, il faut s'inscrire avant d'aller avoir un titre de séjour. Nous en étions là lorsque, en octobre, le ministère sort un communiqué signé de Madame le ministre qui indique qu'il n'y avait que 10 écoles qui ont les conditions minimales pour recruter des étudiants. Nous nous sommes dit, ah tiens, ça recommence. Les problèmes qu'on a vécu au départ et qui, en ce moment, sont en train de reprendre corps avec le nouveau départ, il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer d'apporter notre contribution à ce qu'on ne retombe plus dans les mêmes erreurs. Et nous avons mis en place le PEPES. Pourquoi? Pour deux objectifs. D'abord, entre nous, faire tout pour respecter les normes internationales en matière d'enseignement supérieur. Deuxièmement, comme l'avons dit dans notre déclaration, constituer une force de réflexion au service du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes connues et partagées. Voilà les objectifs que nous avons clairement expliqués pour démarrer nos activités. Donc voilà un peu pourquoi le PEPES est né. Et aujourd'hui, le PEPES compte combien d'universités en son sein? En ce moment, nous sommes au total 22 établissements d'enseignement supérieur privés. Nous avons reçu 4 demandes d'adhésion qui seront étudiées dans les tout prochains jours et lorsque le bureau exécutif va voter pour leur intégration, eh bien, nous serons à 26. Voilà. Voilà. Nous étions le 17 novembre, nous étions en novembre 2016 lorsque cette déclaration de la naissance du PEPES a été prononcée. Bien évidemment, aujourd'hui, ce qui retient l'attention depuis quelques mois, c'est cette décision gouvernementale de pouvoir organiser au profit des universités privées du Bénin la licence et le master professionnel. Quelles sont les insuffisances, puisque nous devons aller dans le vif du sujet de ce qui nous rassemble ce soir. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette décision gouvernementale? Oui, vous avez parlé de décision gouvernementale, mais moi je n'ai pas envie de donner dans l'amalgame. Pour moi, le gouvernement a clairement annoncé par le chef de l'État la réforme qu'il veut faire pour l'enseignement supérieur. Nous sommes formels là-dessus, tout à l'heure on va revenir là-dessus. D'accord. Mais ce qui se dit aujourd'hui, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, et ça moi je suis très précis, qui a décidé d'organiser des examens nationaux
finaux pour les seuls étudiants de l'établissement privé d'enseignement supérieur. Notre réaction participe de plusieurs facteurs. D'abord, il faut avouer que lorsque la décision a commencé par s'annoncer par-ci, par-là, nous avons organisé un séminaire à l'ISMA le 12 janvier 2017, où nous avons invité les experts du CAMES et du RESAO. Le RESAO, c'est le réseau pour l'excellence d'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, qui sont venus au cours de ce séminaire pour nous dire ce qu'est le LMD, et le LMD à la lumière de ce qui se propose comme examens nationaux. Eh bien, les experts ont été formels. Dans le système LMD, il n'y a pas d'examens nationaux finaux pour avoir le grade. Et notre réaction est fondée sur ce principe. Lorsque nous avons écouté les experts le 15 février, nous avons adressé à Madame le ministre de l'Enseignement supérieur en mettant en pliation au chef de l'État pour leur dire ce qui est des examens nationaux. Et notre argumentaire se fonde sur plusieurs facteurs. D'abord, je prends les paramètres liés aux sciences de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est une science. Tout à fait. Et une science, c'est un art. Et l'art est fait de principes. Et tout abandon des principes est une étape vers la compromission. De ce point de vue, lorsqu'on prend les sciences de l'éducation, on nous enseigne que si vous rentrez au CI, vous savez qu'au CM2, vous avez un examen à passer. Et tout le programme qui est exécuté, les matières qui sont enseignées depuis le CI, prépare l'écolier à aller à l'examen du CEPE. Quand vous rentrez en 6e, vous savez qu'en 3e, vous avez le BPC à passer. Ici, de même, tout le programme est articulé autour de la préparation de l'élève à aller affronter les épreuves du BPC. Quand vous rentrez en classe de seconde, vous savez qu'en terminale, vous avez le baccalauréat à passer. Et tout l'enseignement qui est donné en seconde, en première, prépare l'étudiant en terminale pour aller au baccalauréat et à rentrer dans le système universitaire. Pour cela que déjà à partir de la classe de seconde, eh bien, il y a des spécialités, il y a les séries A, séries B, selon les aptitudes de chaque de l'apprenant. Voilà comment cela se passe. Et ceci, que ce soit au cours primaire ou au cours secondaire, pour aller à un examen, même dans l'enseignement supérieur, il y a une préparation. Il y a une préparation mentale, une préparation morale, une préparation psychologique et même une préparation physique. Parce que je sais que je vais à un examen, donc je me prépare, je redouble d'efforts, de vigilance, je m'exerce pour aller à l'examen. Voilà comment ça se prépare les examens. Donc ceci tient des sciences de l'éducation qui indiquent que ce sont les programmes qui accompagnent à un examen et à côté, il y a une préparation de l'écolier pour aller à cet examen-là. Donc voilà ce que les sciences de l'éducation ont prescrit. Or, ici, en ce moment, eh bien, il n'y a pas un programme articulé qui conduit à un examen. Il n'y avait pas au départ une préparation des apprenants pour aller à une licence parce qu'ils ne sont pas dans ce système. Oui. Et à 2 ou 3 mois, on annonce qu'ils ont un examen sans que jusqu'ici, ils aient su, comme madame l'a dit sur votre plateau ici, oui, sans qu'ils ne sachent les matières dans lesquelles ils vont composer. Ça, c'est le premier, les premiers paramètres d'argumentaire. Deuxièmement, cela tient des principes du système LMD. Le système LMD a prévu que pour avoir la licence, il faut valider 6 semestres à raison de 30 crédits par semestre. Donc, celui qui, au cours des 6 semestres, a pu valider toutes les unités d'enseignement et ces semestres, à la fin du parcours, il a 780 points de crédit et il a ainsi le grade de licence. Et pour avoir ce grade, le référentiel du LMD a prévu que, eh bien, dans la 3e année, il y a nécessairement, c'est une année de professionnalisation. Les apprenants vont faire un stage, ils vont faire des recherches pour rédiger un mémoire qu'ils vont soutenir. Ou ils feront un projet qu'ils vont défendre devant un jury.
Alors, lorsqu'on prend ce qui veut s'organiser comme étant un examen, les examens terminaux, nationaux terminaux, on se rend compte qu'il s'agit beaucoup plus ici d'un examen pour un contrôle des connaissances, alors que dans le système LMD, eh bien, il s'agit semestre après semestre d'un système d'examen en contrôle continu des aptitudes et compétences. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Il ne s'agit pas d'un examen final, mais il s'agit que dès lors que l'apprenant a validé chaque semestre, et quand on finit avec un semestre ici à Cotonou, dans une université ou un établissement privé, on peut aller faire le second semestre peut-être à Lomé ou au Cameroun, aller faire le troisième en France, aller faire le cinquième au Canada, partout où on veut. Donc voilà un peu de quoi est fait les normes du système LMD. Alors dans ces conditions, il faut comprendre que ce système n'accepte pas le principe d'un examen national et terminal pour les apprenants. Mieux, lorsque nous prenons maintenant l'examen en tant que tel, ça c'est le dernier lot de paramètres, qu'il vous souvienne ici que le 19 janvier 2017, le ministre de l'Enseignement supérieur était à la place où je suis en ce moment. Elle a déclaré que l'examen qui est prévu est destiné pour ceux qui veulent travailler pour la fonction publique béninoise. Et que ceux qui ne sont pas intéressés peuvent rester chez eux, ne pas aller à l'examen, mais qui ne pourront plus reprocher à l'État de ne pas avoir donné l'opportunité de travailler. Donc, c'était clair au départ. L'examen, c'est pour ceux qui veulent travailler pour la fonction publique béninoise. Les étrangers qui ne sont pas intéressés par ça ne vont pas compétir. Les autres qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés par la fonction publique, qui du reste recrutent très peu, ils ne vont pas aussi compétir. Je ne veux pas compétir. Alors, le ministre dit ça en janvier dernier. Mais qu'est-ce qui a pu évoluer pour qu'aujourd'hui, ce que le ministre a dit, ce n'est plus ça aujourd'hui, et qu'on dit que l'examen est pour tout le monde? Ça nous donne une idée. Ça veut dire que... Les choses peuvent changer entre-temps, Président. Très bien. Lorsqu'on parle de réforme, on fait d'abord un diagnostic de l'existant et on voit où est-ce que nous sommes. On regarde où est-ce que nous voulons aller. Donc, on définit les objectifs. Et on se dit, pour atteindre ces objectifs-là, quelles sont les initiatives à prendre pour qu'on puisse en arriver là? Et on élabore un document d'initiative, d'action, qui va faire quoi, comment, quels sont les aspects législatifs, quels sont les aspects réglementaires, quelles sont les ressources à mettre en œuvre. On dit tout ça dans un document qu'on appelle stratégie de réforme. Et là, dans ce document, lorsque ce document est validé, tout le monde sait ce qu'on veut faire, là où on veut aller. Ce n'est pas une question qu'on lance et qui change après. Ça veut dire qu'il y a de l'improvisation. C'est ça ce que nous avons remarqué dans le système, parce que si vous interrogez le ministre ou les cadres, ils ne disent pas la même chose. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, les choses ont évolué au gré du vent. Et ça ne s'appelle pas une réforme. Mais à vous entendre, cela voudra quand même signifier que vous n'êtes pas associé à la politique désormais à mettre en branle. Il faut avouer que le 25 novembre, nous avons été invités par le nouveau directeur général d'enseignement supérieur qui voulait se présenter à nous et nous annoncer un peu quelles sont les réformes qu'il compte faire. C'est là qu'ils ont parlé d'examens nationaux terminaux et ont demandé que nous puissions donner notre point de vue. Alors, après notre séminaire du 12 janvier, nous avons écrit le 15 février au ministre avec ampliation au chef de l'État pour leur expliquer que selon les experts, eh bien, le système LMD ne s'accommode pas d'examens terminaux, nationaux terminaux. Dès que nous avons écrit ça et que nous ne sommes pas restés dans leur ligne, tout de suite, ils ont estimé que nous ne sommes pas pour le système et qu'il faut nous écarter, ce qui a été très bien fait jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, chaque fois qu'ils nous abordent pour nous dire, par exemple, de venir pour travailler sur les détails de l'examen, nous disons, mais nous vous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est contraire à notre conviction et qui est fondé sur les normes de l'enseignement supérieur. Et de ce point de vue, bon, ils ont estimé ne plus nous associer. Nous avons continué, nous, par nous organiser. Et chaque fois qu'on a l'opportunité, nous nous exprimons relativement à ce qu'ils veulent faire. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas un doute que le gouvernement jette sur la qualité de l'enseignement dans les universités privées, étant donné qu'il y a des brebis galeuses qui sont aussi dans vos rangs, où les conditions ne sont pas remplies et les étudiants sont là? Je suis d'accord qu'il peut y avoir des brebis galeuses.
mais je suis également conscient de ce que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a donné l'habilitation aux écoles et qui a la possibilité, dès lors que le ministère a des preuves, parce qu'il faut avoir des preuves. Quand on parle de faux diplôme, il faut être sûr que l'école a délivré un faux diplôme. Et lorsque on va vérifier dans les registres, dans les cahiers de test, liste de présence. Mais le gouvernement, quand même, entend à publier des noms de ceux-là qui ont eu des faux diplômes dans certaines universités. Je ne suis pas au courant, mais le cas qui a été évoqué très récemment, au cas de Bénin Télécom, nous nous sommes retrouvés au ministère avec les intéressés. Nous nous sommes rendus compte que le diplôme qui a été délivré était un vrai diplôme 1. Mais deuxièmement, il y a également un aspect qui est très important. Lorsque, par exemple, la BCEAO émet des billets, si quelqu'un reste quelque part dans son coin et fabrique un faux billet et qu'on l'arrête au marché, vous avez dit que c'est la BCEAO qui a fait le faux billet? Non. C'est ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire, que lorsque des gens restent quelque part et falsifient un papier qui vient pour dire qu'ils ont un diplôme, dans le souci, et ça, ce souci est constant, de diaboliser et de décrédibiliser l'établissement d'enseignement supérieur, on se met à dire partout que les établissements-là ont fait de faux diplômes. Mais je me dis ceci, lorsque vous avez la conviction et les preuves qu'un établissement a délivré un faux diplôme, qu'est-ce qu'on attend pour fermer l'établissement-là? Dès lors que le gouvernement, le ministère a la liste et aller vérifier et assure qu'une école a délivré un faux diplôme. Il n'y a rien à faire. Sanctionner. Mais pourquoi on ne sanctionne pas et on vient faire une dramatisation calculée pour généraliser et jeter de l'opprobre sur toutes les écoles? C'est ça que nous ne sommes pas d'accord. Au-delà des faux diplômes, on parle de la qualité de ceux qui dispensent des cours dans les universités privées. Très bien. C'est aussi un problème évoqué par le gouvernement pour pouvoir lancer ces réformes. Très bien. On parle de la qualité. Il faut avouer qu'avant d'être autorisé à créer une école d'enseignement supérieur, on donne un dossier. Dans ce dossier, il y a la liste des matières à enseigner ainsi que la liste des enseignants et leur grade. C'est lorsque le ministère voit que c'est bon qu'il vous donne le OK pour aller ouvrir votre école. Et le ministère, chaque année, demande qu'on lui communique les renseignements relativement aux matières dispensées et aux enseignants qui ont dispensé ces matières-là. Le ministère, lorsqu'il voit qu'un enseignant n'est pas qualifié, il ne reconnaît pas l'école, ou bien il dit que ça ne peut pas aller. C'est pour cela que, en début de chaque année, le ministère communique la liste des établissements qui sont aux normes. Le ministère l'a fait jusqu'à la rentrée d'octobre dernier, où il a communiqué les 52 écoles qui sont aux normes, ce qui suppose, et ça ils l'ont dit dedans, ils l'ont dit dans leur courrier pour dire que, eh bien, si vous voulez, j'ai le document qui a été publié avec moi ici, où ils ont insisté sur les écoles qui étaient aux normes. Je crois que je vais retrouver le document pour que vous puissiez aussi en prendre connaissance, où il est clairement indiqué que, eh bien, il s'agit des écoles qui ont les enseignants qu'il faut et qui ont tout ce qu'il faut pour enseigner. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas comprendre que le ministère ait reconnu que les écoles sont aux normes. Je vais vous lire un peu ce qu'ils ont dit ici. On dit, en vous transmettant la présente, le communiqué sanctionnant les travaux de la commission chargée d'évaluer le personnel enseignant et dirigeant de votre établissement, je vous félicite non seulement pour le score obtenu, mais aussi pour les constants efforts que vous ne cessez de déployer au quotidien pour renforcer le processus d'assainissement du sous-secteur des établissements d'enseignement supérieur. Et ça, c'est le 21 octobre 2016, à la rentrée, qu'ils ont sorti ce communiqué signé par M. Dodi Amoussouvi, qui a indiqué que les 52 écoles dont la liste est ici, et bien que les 52 écoles remplissent les conditions. C'est eux-mêmes, c'est le ministère. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas parler que... Ils ont dit en octobre dernier que vous êtes aux normes, vous avez les enseignants qu'il faut, les gens de direction qu'il faut, et par conséquent, le problème n'existe pas. Donc, de ce point de vue, les écoles dont le corps enseignant ne répond pas aux normes, c'est eux qui ne sont pas parmi les 52 écoles qui sont sur la liste qu'ils ont communiquée. Donc, de ce point de vue, ceux dont l'État co-signe les diplômes sont aux normes et on ne peut pas leur reprocher ni ce qui concerne les enseignants, ni les essences de gouvernance de ces écoles-là, ni les matières qui sont enseignées. Donc, de ce point de vue, le gouvernement est très clair.
Très bien. Vous avez quand même appris qu'il y a 3 échelons en ce qui concerne les établissements privés. Par exemple, il y a l'homologation, il y a l'autorisation ou l'agrément. Et de tout, le gouvernement estime qu'aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun établissement privé n'est homologué. Et donc, ces établissements qui ne sont pas homologués sont appelés aujourd'hui à pouvoir subir cette transition, puisque c'est une transition, l'organisation de cet examen national. Merci beaucoup d'avoir abordé cette question-là. Je vais vous expliquer. Et je vous invite à m'écouter attentivement. J'invite également ceux qui me regardent en ce moment de m'écouter attentivement et de prendre note de ce qui s'est passé. Nous étions en 2008. Et par décret 2008-818, le gouvernement béninois a sorti ce décret pour dire que désormais, les écoles sont réparties, ou bien il y a un cheminement à 3 escaliers. D'abord, vous serez autorisé, ensuite vous serez agréé, et enfin vous serez homologué. Quand vous êtes homologué, il y a un décret qui constate votre homologation pour délivrer des diplômes. Voilà ce que le décret de 2008, donc copié ici, a dit. Lorsque ce décret est sorti en 2008, en 2009, avec l'aide de la coopération française, le CAMES a sorti le référentiel que voici. Le CAMES a sorti le référentiel 1 an après que notre pays ait adopté ce décret. Et ce référentiel indique à la page 25 que les nouveaux licences et masters sont des diplômes nationaux dans le sens où ils feront l'objet d'un arrêté d'habilitation du ministère en charge de l'enseignement supérieur de chaque pays. L'histoire, c'est quoi? Notre pays a dit qu'il faut un décret pour donner des diplômes. Le cadre dans son référentiel a dit non, dès lors que l'école a une habilitation, un arrêté d'habilitation, il peut délivrer des diplômes nationaux. Nous avons pris ce référentiel. Nous nous sommes rapprochés du ministère pour dire, ah, voilà ce que vous avez dit, qui est en contradiction avec ce que le CAMES vient de sortir comme référentiel. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, ah, vous avez raison. C'est pour cela que justement, en 2010, lorsque notre pays adoptait le système LMD par la loi 272 de 2010, du 11 juin 2010, il a adopté en même temps un autre décret qui dit, bon, maintenant, les écoles peuvent délivrer des diplômes. Vous suivez? Oui. Au départ, on dit, pour devenir un diplôme, il faut être homologué. Le CAMES, dans son référentiel, dit, non, pour le LMD, dès lors qu'on a l'arrêté d'habilitation, vous devez des diplômes. Le Bénin a pris acte de ce référentiel du CAMES et a sorti un autre décret pour dire, oui, vous pouvez délivrer les diplômes, mais à condition que je co-signe les diplômes avec vous contre 25 000 francs par co-signature de diplôme. Donc, la question a évolué de 2008 à 2010. Et depuis 2010, conformément à ce décret, le gouvernement a évalué les écoles, aller d'école en école. Toutes les écoles qui sont au Bénin ont été évaluées. Donc, il y a eu une inspection. Une inspection par une équipe mixte composée des cadres du ministère du Travail, du ministère des Finances, du ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont dans toutes les écoles pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et quand ils sont dans les écoles, ils ont vu que sur près de 168 écoles qui existent au Bénin, il n'y a que 52 qui sont aux normes. Donc, nous signons les diplômes de ces 52-là. Et depuis ce temps, ils ont commencé par signer, par co-signer nos diplômes. D'ailleurs, comme l'a recommandé le CAMES en 2010, à l'occasion donc du colloque de Niamey, pour dire, il a dit dans la réponse au point G que le ministère de l'Enseignement supérieur co-signe systématiquement les diplômes avec le président du conseil scientifique de l'école et du conseil administratif de l'école. C'est ça qui a marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, non seulement qu'il y a eu cette évolution dans notre pays, Oui. et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le président Talon vient au pouvoir. Et il a fait un diagnostic extraordinaire. J'avoue que j'écoute beaucoup les discours du chef de l'État. Et je vous invite à écouter ces discours. Vous allez découvrir des choses. Je vais vous donner 2 cas relativement aux réformes. Devant l'Assemblée, qu'est-ce que le chef d'État a dit? Je vais vous lire l'extrait de son discours. Il dit, nous avions longtemps pensé notre développement au Bénin
comme une série de petites retouches sectorielles à court terme et sans aucun creuset économique structuré. Nous avions pris l'habitude de traiter à chaud les problèmes et de nous contenter des solutions limitées aux circonstances qui les ont générées. Nous avions manqué de vision globale pour notre pays. Comme vous le savez déjà, le choix de mon gouvernement a été de concevoir un vaste programme d'action, à la fois global, ambitieux et visionnaire, qui affiche clairement notre volonté d'engager des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique de développement dans notre pays. Aucune économie au XXIe siècle et dans un monde globalisé n'est viable en dehors d'une intégration sous-régionale et régionale renforcée. Le chef de l'État a tout dit. Il dit quoi? De ne pas se contenter des mesurettes, de ne pas de prendre des mesures à chaud qui ne traitent que la circonstance qu'il a générée, mais qu'il faut faire des réformes profondes de façon globale. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a dit dans sa politique, dans son discours pour présenter le PAG? Il dit: le secteur de l'éducation me tient particulièrement à cœur. Les actions phares à engager concernent, entre autres, la création et l'opérationnalisation d'une agence pour la qualité et l'évaluation dans l'enseignement supérieur. Ça n'existait pas chez nous. Il dit maintenant, par rapport aux réformes profondes et globales, ambitieuses, il y aura désormais une agence. Il faut créer une agence d'assurance qualité, exactement la RAC, ce que pour les médias, la même chose pour l'enseignement supérieur. Pour faire le travail de suivi, pour gérer l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Voilà l'ambition du chef de l'État, qu'il a annoncé clairement. Au lieu de prendre en compte ce que le chef d'État veut et de mettre en place un dispositif pour l'exécuter, les cadres du ministère sont allés chercher un décret de 2008 qui est dépassé par l'évolution, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour réchauffer ce décret qui parle d'homologation. Et partout, on dit aujourd'hui, ils ne sont pas homologués, aucune école n'est homologuée au Bénin. Je ne comprends pas comment, après qu'on ait écouté ce que le chef de l'État a dit qu'il veut faire, qu'on ne le fait pas, qu'on est là à gérer au quotidien. On dit mais en entendant cette réforme profonde dont vous parlez, ces réformes profondes que souhaite le chef de l'État, on pourrait quand même passer maintenant à une réforme, ou du moins à une transition, puisque cet examen national... C'est quoi la transition? Si on veut assurer la qualité, vous avez une machine et vous dites que le produit que donne la machine est un mauvais produit. Vous avez prévu que la machine puisse produire des boîtes carrées. La machine sort des boîtes gondolées. Qu'est-ce qu'on fait? On agit sur la machine. Et pour agir sur la machine, il faut aller évaluer les écoles pour les rendre plus performantes en insistant sur qui enseigne quoi, il enseigne comment, quels sont les organes de gouvernance de l'école, est-ce que les jurys fonctionnent bien, le ministère, puisque chaque année, nous communiquons au ministère nos programmes. Si on veut faire des soutenances, on leur communique ça. Si on veut faire des examens partiels, on leur communique ça. Ils peuvent envoyer des gens pour venir voir comment est-ce que ça fonctionne. Si le ministère ne joue pas son rôle et se contente de s'asseoir là-bas pour que des gens aillent les voir pour tout ce que vous savez, mais ce n'est pas la faute aux écoles. On ne peut pas, pendant qu'on pense que le produit qui sort n'est pas bon, on dit qu'on va l'évaluer et on laisse le système comme ça. Nous pensons que la meilleure réforme à faire en ce moment, c'est de mettre en place l'Agence nationale d'assurance qualité qui va veiller à rendre performants les établissements pour que les produits qui en sortent soient naturellement des produits de grande qualité. Il y en a un peu partout, que vous avez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Maroc, un peu partout, comme nous, les cas que nous connaissons. Mais les gens ont mis en place ce système et l'enseignement supérieur est allé sur des rails, il roule bien aujourd'hui. On soit des choses de qualité. Mais ça fait très longtemps que le CAMES demande au pays de mettre en place cet organe-là. L'UEMOA aussi l'a demandé. Si je vous lis, par exemple, la directive numéro 3 de 2007, que les ministres ont validé à Dakar le 4 juillet 2007, mais ils ont dit quoi? Et le Bénin était parmi. Oui, il a signé. Si vous lisez l'article 4, il dit quoi? Il dit les États membres s'obligent à se référer aux normes internationales de qualité admises pour la délivrance des diplômes correspondant aux 3 grades universitaires cités à l'article 2. Pour ce faire, les États membres conviennent de mettre en place des mécanismes nationaux d'évaluation de la qualité des programmes proposés et mis en œuvre par les institutions d'enseignement supérieur. C'est tout. Depuis 2007, on dit de mettre en place l'Agence nationale d'assurance qualité. Le chef de l'État l'a répété dans son discours. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Et en attendant, comme vous l'avez la question, en attendant de mettre en place cet organe, il faut balayer la maison.
Balayer quoi? C'est ça que ça, c'est des idées. Mais il faut peut-être commencer à dire, on a maintenant évalué 52 écoles. On a vu qu'ils sont aux normes. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui ont sorti comme l'autre pour dire que ces écoles sont aux normes. Commencez par travailler ces écoles-là et aider les autres à se mettre aux normes. Les 52 sont déjà aux normes et ils ont écrit ça dans leur courrier. Vous avez lu maintenant tout à l'heure. Oui. Ils sont déjà aux normes. Maintenant, ceux qui ne sont pas aux normes, on est au total près de 168 écoles d'après ce qu'ils ont dit. Il n'y a que 52 qui sont aux normes. Vous avez signé, vous dites qu'ils sont aux normes. Donc, il y a une centaine qui sont aider ceux qui ne sont pas aux normes à se mettre aux normes. Si c'est l'État qui a la politique de l'enseignement, accompagner ceux qui ont déjà investi, qui veulent faire quelque chose pour qu'ils soient performants, pour que tout le monde soit performant. C'est ça, là, ce qu'il faut faire en attendant de mettre. Puisqu'il y en a qui sont aux normes. Donc, ceux qui sont aux normes, eux, ils sont bien. Mais et les autres, aidez-les. Et donc, pendant la transition, on va aider ceux qui ne sont pas aux normes pour qu'ils soient aux normes, pour que tout marche bien. Mais on ne le fait pas. Mais aujourd'hui, on met tout le monde ensemble. On met tout le monde ensemble. Et ceux qui sont aux normes, et ceux qui ne sont pas. Et c'est justement ça qui vous gêne. Ça nous perturbe. Ça nous gêne. Monsieur le Président du PPS, oui. Au-delà de toutes ces dispositions du CAMES et de l'UEMOA, est-ce que l'État béninois n'a pas le droit d'avoir une vision pour son enseignement et de dire « je veux telle qualité d'enseignement au-delà de tous ces tests que j'ai même signés ». Qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Ne l'oubliez jamais. Je viens de vous lire ça. Vous venez de lire, on n'a pas oublié. Ne l'oubliez pas, vous l'oubliez. Le chef de l'État a dit aucune économie au XXIe siècle et dans un monde globalisé n'est fiable en dehors d'une intégration sous-régionale ou régionale renforcée. Et aujourd'hui, le CAMES s'est situé dans la vision de l'Union africaine qui vise à créer en Afrique un espace de l'enseignement supérieur désenclavé, harmonisé et rénové. Et pour ça, la France, le contribuable français, à travers le projet ARES, qu'on appelle projet d'appui à la restauration et à l'harmonisation de l'enseignement supérieur en Afrique, la France a financé pour qu'on puisse nous élaborer ce document de référence que nos ministres sont allés pour signer, pour dire je valide. Donc, et l'UEMOA a dit qu'il faut faire selon les normes internationales. Donc, notre pays a validé le document qui consacre les normes en matière d'enseignement pour que notre pays ne soit pas un pays enclavé. Dès lors qu'on a fait ça, si notre État doit avoir une politique, une vision, sa vision doit nécessairement s'inscrire dans la logique de la vision globale de l'unité de l'Union africaine, dont le CAMES porte le projet. Et qui a élaboré pour que, c'est quoi la finalité? Voilà ce que vous devez avoir. Qui doit signer les diplômes? Et là, on va en venir. Qui signe les diplômes? Ça c'est à la page 123 du document. Vous allez voir. Le CAMES dit que si vous voulez être dans les normes, oui. Ça c'est ici, page 123, les diplômes sont délivrés par les chefs d'établissement sur proposition conforme des jurys. Ça, c'est ce que la norme du système LMD indique ça. Pour que celui qui a fait le Bénin, s'il vient aller faire demain en France ou au Canada, le fait qu'on ait vu qu'il est dans les normes internationales reconnues en Afrique, en Europe et aux États-Unis, que le diplôme a été signé par le chef d'établissement ou d'un jury dont on fait référence aux choses là, il dit bon, c'est un bon diplôme, il signe. Deuxièmement, le CAMES indique que, et ça c'est à la page 24, il dit que les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes et responsables. Et je vous lis le passage. Il dit, en tant qu'institution autonome et responsable répondant à une mission éducative et sociale, les établissements d'enseignement supérieur doivent pouvoir élaborer leur stratégie, définir leurs priorités en matière d'enseignement et de recherche, allouer leurs ressources, déterminer leurs programmes et fixer leur critères d'intégration de leurs professeurs et apprenants. Donc, le règlement dit que chaque établissement doit pouvoir élaborer ses programmes. Et les programmes s'élaborent par rapport à quoi? Par rapport à 3 paramètres. Il y a d'abord la vision de l'école, oui. Il y a les valeurs que prône l'école et la mission que l'école s'assigne. Voilà ce qui justifie que d'une école à une autre, on ne peut pas avoir les mêmes matières. On ne peut pas avoir, même si on prend un même titre de formation, on n'a pas dedans les mêmes matières parce que par rapport à la vision, ça aussi gêne. J'en viens. Chaque école détermine ses programmes. C'est pourquoi on parle d'innovation et d'esprit de créativité. C'est ça qui ressort là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre ministère est allé, nos programmes que nous avons envoyés pour être homologués, il transfère ces programmes-là et veut, alors que nous avons payé cher quand pour aller homologuer les programmes, notre ministère veut nous revendre ces programmes et ils ont sorti pour ça un arrêté. Revendre? Comment revendre? Ils veulent nous revendre
nos programmes, les programmes que nous avons envoyés au ministère et qui ont été homologués, notre ministère veut nous revendre ces programmes-là. Mais comment? Ils ont sorti un arrêté Le ministère ne met qu'un document à votre disposition. Le ministère a sorti un arrêté le 1er février 2016 et dit qu'ils vont nous vendre les programmes, nos programmes. Et je vous lis ça, l'article 4 dit les frais de prise de connaissance des programmes homologués par l'établissement d'enseignement supérieur sont ainsi fixés. C'est l'article 4. Licence professionnelle, 500 000 francs. Master professionnel, 1 million. Donc, moi, j'ai fait mon programme. J'envoie au ministère. Il a homologué mon programme. Maintenant, il vient encore me revendre le même programme à 500 000 francs. Certainement pas le même programme. Un programme qui a connu un certain nombre de modifications. Très bien. Qui c'est qui est habilité à modifier un programme? Le CAMES l'a dit clairement. A dit qu'il faut un conseil scientifique et que les programmes doivent être portés par des enseignants de rang magistral au ministère. Et le ministère en a. Le ministère n'est pas une école. Le ministère n'a pas un conseil. On dit qu'il faut avoir pour mission. Non, c'est pas ça. Le référent dit qu'il faut avoir un comité, un conseil scientifique et pédagogique. Et qu'il faut avoir un enseignant de rang magistral pour présider ce comité-là. Le ministère n'a pas pour mission la formation. Donc il dit que pour pouvoir porter un projet, il faut d'abord avoir une autonomie scientifique et pédagogique. Il faut avoir pour mission la formation dans l'enseignement supérieur. Le ministère n'a pas ces qualités-là. Donc, dans le système LMD, le ministère ne peut pas porter un projet de programme. Ce n'est pas possible au vu du référentiel. Je suppose qu'ils sont au courant de ça. Alors, s'ils sont au courant de ça, comment est-ce qu'ils vont nous proposer des programmes? Alors, dans ces conditions, où est l'esprit d'innovation? Où est la créativité des écoles? Non, nous pensons que ce n'est pas bon. Et ce que nous disons, l'enseignement supérieur est une question de normes aujourd'hui. Nous voulons simplement que les normes soient respectées. Mais puisque vous parlez de normes, les normes, est-ce que les normes internationales ou les normes du CAMES, parce que c'est très souvent cela que les universités privées évoquent, est-ce que les normes du CAMES sont au-dessus des normes nationales? Je vous dis et je vous confirme que les normes internationales du CAMES sont au-dessus des normes nationales. Et ceci participe de la convention du 26 avril 1972 qui a créé le CAMES, que notre pays a ratifié. Et dans ce document ratifié, qu'est-ce que le chef d'État dit? On dit, ayant vu examiner les dites conventions, avons approuvé et approuvons en toutes et chacune de ces parties en vertu des dispositions qui y sont contenues. Déclarons qu'elles sont acceptées, ratifiées et confirmées et promettons qu'elles seront inviolablement observées. 1. De 2, l'article 147 de notre Constitution, vous l'avez lu, qui dit que lorsqu'un traité ou un accord est ratifié par notre pays, que ces traités et accords ont une autorité supérieure aux lois nationales. L'article 147 et notre préambule de la Constitution sont clairs. Donc, lorsque nous avons adhéré au CAMES, que nous avons signé la convention, toutes les mesures du CAMES ont une autorité supérieure. Mais ce qui, moi, me perturbe, lorsque les professeurs, parce que quand vous êtes docteur, pour évoluer, pour être maître assistant, maître de conférence, professeur agrégé, pour être titulaire, ils vont au CAMES pour aller faire ce qu'ils doivent faire là-bas. Et le CAMES leur reconnaît les titres, les grades. Quand le CAMES leur reconnaît ça, ils viennent au Bénin et ils imposent ça au budget pour avoir les grands salaires. Là, le CAMES s'impose au Bénin. Mais quand le CAMES édicte les normes de l'enseignement supérieur, on vient nous dire, certains, pas tous, parce que c'est certains, quand ils sont dans l'administration, ils tiennent ces propos-là. Ils nous disent que eh bien, les normes du CAMES ne s'imposent pas à notre pays. Et quand ils ont commencé par le dire, il y a de cela 2 semaines, moi, j'ai ressaisi encore le CAMES pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que nous vivons une situation délicate dans notre pays en ce moment. Parce que justement, les enseignants, les professeurs de rang magistral qui sont dans l'administration au ministère de l'enseignement supérieur nous disent que les normes du CAMES ne sont pas au-dessus des normes nationales. On nous dit, allez consulter la convention. Et c'est là qu'ils nous envoient la convention pour dire, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils vont l'observer. Le mot est là. Hein. Le mot est là. Le mot est là. Ils ont dit, promettons qu'elles seront inviolablement observées. Et quand vous dites ça, et qu'après, vous voyez, quand c'est pour aller prendre de l'argent,
hein, pour avoir de gros titres de professeur, et pour prendre l'argent, on dit que ça s'impose. Mais quand on dit respecter les normes, éditer, vous dites que ça ne s'impose pas. Vous pensez que ça, c'est logique, ça, là? Martial Alaye, aujourd'hui, on voit que l'enseignement supérieur est divisé. Il y a 2 clans. Et avant de poursuivre en complicité avec la régie, nous allons suivre un élément, tout juste pour recueillir votre avis sur ça. D'accord. Le gouvernement a adopté, donc, pour cette année, la tenue des examens de licence, lesquels examens de licence doivent nous permettre d'être contrôlés, de nous faire contrôler. Avant, on ne contrôlait pas grand-chose parce que l'État n'avait pas, le ministère n'avait pas les moyens. Le CAMES que nous avons reçu, étant à Ouaga, n'a pas mis autre structure en place en dehors du ministère pour contrôler donc ce que nous faisons. Donc, nous agissons sans contrôle. Le premier contrôle qui est intervenu cette année, ça a fait du bruit parce que les gens ne veulent pas être contrôlés. Et c'est ça tout le problème. Quand on a contrôlé pour voir quels sont les établissements qui ont les normes d'enseignement aux normes, il y a eu du bruit et c'est sur ce bruit-là que l'association est née. Et nous sommes nés bien avant ces contrôles-là pour travailler à l'avancement de l'enseignement supérieur privé. Deuxièmement, on dit que c'est cette réforme qui touche à aux examens de licence en cette année sont contraires au LMD. C'est très faux. Le ministre nous a dit de faire nos enseignements comme cela se doit, de faire les 6 semestres, les 180 crédits, de faire les soutenances. Et une fois qu'on aura évalué, qu'on envoie ces évaluations vers l'examen qui va contrôler de manière, à travers 3 épreuves, tout ce que nous avons fait. Vous savez, il y a des fois, quand on veut faire des comparaisons, il faut avoir un point commun de comparaison. Qui fait bien, qui fait mal, c'est là toute la question. Si vous faites mal et vous allez à l'examen, vous allez échouer. Si vous faites bien, vous allez à l'examen, vous allez réussir. Et ces examens que nous voulons passer, nous ouvriront des portes. Parce que malgré le CAMES que nous avons eu à Ouaga, personne ne nous prend dans la fonction publique. Et les universités publiques béninoises ne reçoivent pas nos étudiants chez eux. Et donc, c'est gênant. Et on a dépensé des sommes énormes pour aller au CAMES, sachant que nous allons prendre une équivalence pour rentrer dans les universités. Nos étudiants vont pouvoir rentrer dans les universités. Mais ça ne se fait pas. Maintenant, si l'État passe l'examen aux gens, ils vont pouvoir faire la fonction publique, ils vont pouvoir aller dans les universités parce que c'est un examen d'État. Je pense qu'on a tout à gagner. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Mais il faut s'atteler et bien faire pour réussir. Et je crois que j'invite tout le monde. Je crois qu'on finira par s'entendre. Ceux qui sont contre comme ceux qui sont pour, j'ai la forte conviction qu'on s'entendra autour de ce point. Surtout lorsque les conditions de réalisation, d'exécution de ces examens vont être partagées par tout le monde, je crois que le doute sera levé et tout le monde reviendra sur la table de négociation pour le faire. De toutes les façons, on est parti pour faire l'examen et il faut dire aux parents d'élèves qu'il est intéressant de dire à leurs enfants de prendre conscience et de travailler d'arrache-pied pour avoir cet examen qui leur ouvrira beaucoup de chemin. Retour sur ce plateau, vous avez suivi religieusement ou avec beaucoup d'intérêt Théophane Ayi, qui est bien évidemment l'un des membres de FGE. Quelle est votre lecture? Bien, je vais prendre quelques pans de ce qu'il a dit. Il a dit, nous sommes nés avant eux. Vous avez écouté ça, hein? Pour avoir une existence légale, quand on est association, il faut avoir son récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur et avoir fait publier le récépissé au journal officiel. D'accord? Je vous demande de leur envoyer demain matin une sommation interpellative, de vous produire leur récépissé et le journal officiel, ils n'en ont pas. Nous, on en a. Nous, on en a. Okay. Le PPS. Le PPS en a. On en a notre récépissé que nous avons envoyé officiellement au ministère. Eux, ils n'en ont pas. S'ils en ont, on va leur envoyer demain, par acte d'huissier, une sommation interpellative et vous comprendrez. L'autre aspect que vous voulez aborder. Vous comprendrez s'ils disent la vérité ou pas. Et j'enchaîne. Oui. On continue. Il parle de LMD. Le LMD a prévu que la 3e année soit une année où on fasse des stages, qu'on rédige un mémoire et qu'on soutienne. Et le
le LMD impose de faire 12 semaines de stage. 12 semaines de stage. Et généralement, les stages commencent au mois de mars, avril, mai. Ceux qui trouvent rapidement peuvent commencer, ceux qui ne peuvent pas trouver, il y en a encore qui cherchent encore en ce moment, mais ils doivent faire les 12. Ce qui fait que dans toutes les écoles qui sont dans le LMD, les stages se poursuivent jusqu'au mois de juillet. Après quoi, parfois même en août, après quoi, ils ont beaucoup d'éléments pour faire des recherches et rédiger leur mémoire qu'ils vont déposer en septembre. Et à partir du mois de novembre jusqu'en décembre, on fait les soutenances dans ce pays. Tout le monde connaît ça. Mais si on dit de déposer le dossier le 15 juin et qu'on vient de déposer le relevé du 6e semestre à la fin du mois de juillet, ça veut dire qu'on a déjà fait les soutenances, on a déjà délibéré et on a déjà tiré les relevés. Je comprends parce que celui qui a parlé, M. Aïe, parce que nous avons reçu des étudiants qui sont venus nous parler que certaines écoles, je ne veux pas en citer, ont demandé à leurs étudiants, pour faire plaisir au ministère et montrer qu'ils allaient à l'examen, ont demandé à leurs étudiants d'aller faire le stage, de rédiger leur mémoire en 45 jours et qu'ils doivent déposer les mémoires au plus tard le 4 juillet. Le 4 juillet, nous sommes à quel mois? Ils vont déposer, donc faire un stage de 12 semaines, rédiger son mémoire, soutenir le mémoire et avoir ces relevés qu'on va déposer. Je défie les écoles qui vont pouvoir le faire avant la fin du mois de juillet. Là, ils sont des magiciens. Ils sont dans le LMD et comme certaines écoles l'ont dit, d'aller faire ce que le LMD a prévu en 12 semaines de stage et de rédaction, dépôt, tout ça, là, ils vont le faire en 45 jours pour déposer au plus tard le 4 juillet. Là, ils sont des magiciens. Je veux bien voir comment ils peuvent faire cette magie-là. C'est pourquoi nous sommes très regardants pour voir qui sont ceux qui vont déposer les relevés. Si on impose aux écoles de faire du faux, ils vont faire du faux, mais nous, on dit qu'on ne fera pas du faux. Logiquement et matériellement, il n'est pas possible qu'on puisse déposer les dossiers. Mais quand on parle de l'examen, ils disent qu'ils vont finir leur licence avant de venir compétir. Mais finir sa licence, ça veut dire que vous avez fini tout le parcours. Quel est l'apprenant qui aujourd'hui serait en stage, en train de faire des recherches pour rédiger un mémoire et que dans le même temps, il puisse préparer un examen dont il ne connaît même pas les matières? Vous pensez que c'est logique? Mon pays mérite ça? Vous pensez que ça, là, c'est logique? C'est pourquoi nous disons que matériellement, ce n'est pas possible. Et on nous dit que l'examen va ouvrir les portes. Quelles portes? Si on fait l'examen, ils vont délivrer un diplôme à valeur administrative. Ça ne peut pas permettre aux étudiants d'aller fréquenter à l'extérieur. Ils peuvent aller travailler pour la République, comme le ministre l'a dit, mais ils ne peuvent pas aller fréquenter parce que pour aller poursuivre ces études, que ce soit en master ou en doctorat à l'extérieur, il faut absolument que le diplôme soit un diplôme à valeur académique et les diplômes à valeur académique sont signés par les chefs d'établissement après proposition d'un jury. Et le CAMES a recommandé au ministère de co-signer aujourd'hui les diplômes parce que quand l'État vous autorise à créer une école, à dispenser une formation, vous le faites et à la fin, on refuse de recruter. Mais allez voir les résultats des concours. Vous verrez que c'est ceux qui ont fait les écoles privées qui sont toujours les meilleurs. Je vais vous donner un exemple, sans citer de nom. Il y a eu un concours dans ce pays pour la police. Et le major était un apprenant de ISM Adonaï. Et au résultat, on dit, ah non, il a un diplôme qu'on ne peut pas accepter. Il a fait aller jusqu'au niveau de la présidence. On a dit, mais non. Le monsieur, il a fait une école privée. Il a un diplôme. C'est l'État qui a autorisé l'école à faire la formation. Le monsieur a fait la formation. Il va à l'examen d'une école privée, ISM Adonaï. Il est le meilleur du Bénin. Et vous dites qu'il ne veut pas. Vous voyez, c'est des béninoiseries. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à lutter contre ça. Et ça va marcher. Maintenant, Monsieur le Président, quelles sont vos propositions? Oui, nous avons déjà adressé nos propositions au niveau de notre ministère. Les propositions sont très claires. Nous avons dit d'abord, il faut créer l'Agence nationale d'assurance qualité. On le crée, on lui donne les moyens. Et il fera quoi? D'abord, il faut qu'il y ait des critères rigoureux d'habilitation. Ce n'est pas qu'on est en fin de mandat, on fait plaisir à un ami, et quelqu'un est mon courtisan, mon pas partisan, il faut pas de créer une école, et sans aucun dossier, comme ça a été le cas, et on a des dossiers comme ça qu'on a sortis.
Il y a des gens qui n'ont aucun dossier et puis on les autorise à ouvrir une école et après, quand c'est eux qui viennent vendre les diplômes parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut et c'est le ministère qui a autorisé ces écoles. Non, nous voulons qu'il y ait des critères rigoureux d'habilitation. Deuxièmement, nous voulons qu'il y ait une définition des critères transparents d'évaluation. Ça veut dire que les écoles seront évaluées peut-être 2 fois l'an ou 1 fois l'an, mais voilà les critères sur lesquels vont porter l'évaluation. Et donc, tout le monde chaque sera au école, courant. tout le monde est au courant. Et chaque école peut déjà s'auto-évaluer. Donc, on définit ça. Et maintenant, il faut aller effectivement évaluer les écoles. Parce qu'il ne s'agit pas de définir les critères, de ne pas évaluer. On s'assied là-bas, on attend que tout le monde court. Non, nous voulons que les écoles soient effectivement évaluées. Lorsqu'on évalue une école, s'il répond aux normes, on lui renouvelle l'autorisation de délivrer des diplômes. S'il n'est pas aux normes, on suspend. Si une école n'est pas aux normes, on suspend. Quand on fait ça, la machine sera performante. Ce n'est pas une question d'examen. Et mieux, nous demandons aussi, dans le cadre de cette réforme, que l'agence qui va créer, ou en attendant qu'il soit créé, le ministère, le qui s'asseye là-bas au ministère, qui viennent pour voir comment est-ce qu'on fait l'examen dans les écoles. Parce qu'ils ont nos programmes. On fait l'examen, ils viennent voir. Puisqu'il y a des listes de présence, qui est présent, qui n'est pas présent. Tout ça là, c'est là. Nos délibérations. Semestre 1, semestre 2, ils viennent pour participer aux délibérations et voir est-ce qu'il y a eu des magouilles ou pas. Ils ont les listes, ils ont ceux qui sont admis ou pas. On veut faire les soutenances. Ils viennent pour vérifier comment est-ce qu'on fait les soutenances. De temps en temps, ils le font. Ils viennent pour vérifier qui sont ceux qui, les membres du jury, celui qui soutient là, hein, le mémorand, qu'est-ce qu'il dit, on l'écoute. Et puis, après ça, on vient participer aux délibérations. On vient pour participer aux délibérations, pour voir comment ça s'est passé à la fin de l'année. Donc, ce sont nos propositions que nous faisons tout le temps. Mais les gens, on ne comprend pas. Et ça rentre dans le cadre normal de rendre le système performant. Les gens ne font pas ça. Ils vont chercher un décret de 2008 qui est déjà dépassé pour de venir faire examen. Ce n'est pas en faisant un examen qu'on va renforcer l'employabilité. Moi, je suis désolé, j'ai entendu, on a dit que l'examen permet de renforcer l'employabilité. Non, c'est la formation qui confère une compétence qui renforce l'employabilité des apprenants. Ce n'est pas un examen national. Très bien. Je suis désolé. Merci beaucoup, Président du PPS. Je sais que vous avez beaucoup encore à dire. Oui, Nous sommes déjà au thème de cette émission, mais je voudrais quand même vous poser cette petite question à laquelle vous allez répondre très brièvement. Il est dit que la plupart des universités, l'homologation CAMES est déjà expirée. Très rapidement, quelques secondes. Je suis désolé. Je vais vous montrer déjà au moins le document de l'ISMA. Hein, c'est un document qui fait 5 ans. Vous-même lisez, et vous allez nous dire. Vous pouvez vous lire ça. Ici, on dit, je sous-signe professeur Bertrand Mbachi, secrétaire général du Conseil africain pour l'enseignement supérieur, CAMES, certifie que les diplômes ci-dessous délivrés par l'Institut des métiers de l'audiovisuel, ISMA, ont été reconnus par le CAMES lors du 28e colloque de la reconnaissance et des diplômes tenu à Conakry du 27 au 30 novembre 2013. Et on m'a délivré le document. La validité de la reconnaissance couvre une période de 5 ans à compter du 25 octobre 2014. Donc, j'ai un truc. 5 ans. Donc, vous avez jusqu'à 2012. Je viens. Après ça, allez voir CERCO. Allez voir ISF Adonaï. Allez voir Pigier. Pour eux, ça finit en 2021. Je suis surpris que pour nous diaboliser, on dise qu'aucune école n'est accréditée par le CAMES alors que nous avons des certificats qui prouvent le contraire. Sur quelle base le ministère s'emploie pour dire ces choses-là? Vous comprenez déjà qu'on veut nous diaboliser. Mais ça ne passera pas. C'est dit et c'est compris. Voilà. Martial Alaye, merci pour m'avoir accompagné pour ce numéro de Focus. Toute l'équipe de présentation et de réalisation vous remercie, chers téléspectateurs de la chaîne 2. Nous allons vous donner rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.
Merci.